Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les informations sur l'ORTB. Voici le sommaire. Les musées modernes voulus par le gouvernement sortiront de terre en 2019. C'est un projet ambitieux dévoilé aux maires et architectes. À suivre dans ce journal, le point de la rencontre. Dota, premier quartier éco-citoyen de Cotonou, c'est le rêve de l'association béninoise pour l'éveil et le développement. Actions engagées, la mise en terre de plusieurs plans. Et après les campagnes, comment les cotonculteurs vivent-ils au quotidien? Quelques-uns ont accepté volontiers s'ouvrir à nos reporters. Leur reportage est à suivre dans un instant. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec les activités du chef de l'État, le président de la République, qui a reçu ce lundi à son cabinet le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. À la tête d'une délégation, Dr Tedros Ghebreyesus a été introduit au palais de la Marina par le ministre de la Santé, Dr Benjamin Humpati. Les sujets abordés ont trait à la couverture sanitaire universelle et bien d'autres questions liées à la santé. Le compte-rendu est signé Renaud Akapo et Patrick Palengue. C'est un expert de haut vol qui a été introduit au cabinet du chef de l'État ce lundi. Dr Tedros Ghebreyesus est un diplomate mondialement reconnu. Il a été élu directeur général de l'OMS en mai 2017 pour un mandat de 5 ans. Chercheur réputé sur le paludisme, Dr Tedros Ghebreyesus est la première personnalité de la région africaine à remplir les fonctions de chef des services techniques et administratifs de l'OMS. Avant son élection au poste de patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'homme politique éthiopien a été ministre de la Santé et à ce titre, il a mené une réforme pour la couverture sanitaire universelle. Au cabinet du président de la République, il a apprécié l'avènement du projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, un projet de protection sociale conçu au Bénin pour sortir les plus démunis de la précarité. The focus of our discussion was especially with the vision of the president. Nous avons discuté des réformes. D'abord de la vision du président. Les réformes en cours ici au Bénin, surtout le programme de l'ARCHE, qui est un programme multiforme qui va surtout vers l'équité dans le pays et la vision du président pour y arriver. Je vois la couverture universelle comme la base du développement sanitaire. Dans le monde, ça a commencé il y a longtemps avec le thème « La santé pour tous ». Donc là, nous sommes en train de revoir, de redémarrer ce processus qui va aller vers les objectifs de développement durable. Ainsi donc, c'est lié à tout ça. Nous avons travaillé il y a quelques années pour mettre l'accent sur ça. Les échanges qui ont eu lieu en présence de la directrice régionale de l'OMS et du représentant résident du PNUD ont été également l'occasion saisie par le patron de l'OMS pour exprimer son soutien au Bénin dans la dynamique de l'amélioration de l'accès aux soins de santé. En ce qui concerne la santé, nous avons parlé de l'importance de l'accès, de la couverture universelle sanitaire qui fait partie de cette réforme qui est en cours ici au Bénin. Et nous avons souligné l'importance du niveau primaire du système de la santé. La population va avoir accès aux soins et aussi à la prévention. Nous avons parlé de comment l'OMS va accompagner le Bénin pour arriver à cette vision du président. On s'est mis d'accord pendant la discussion avec le président sur l'importance de ça pour le Bénin, bien sûr, pour d'autres pays africains. Je suis inspiré par la détermination du président d'investir les ressources nationales dans le système de la santé pour aller vers la couverture universelle. Et c'est quelque chose que nous allons partager avec d'autres pays africains aussi. Après avoir pris ses fonctions le 1er juillet 2017 à la tête de l'OMS, Dr Tedros Ghebreyesus a présenté 5 principales priorités de l'organisation, à savoir la couverture sanitaire universelle, les situations d'urgence, la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent, les conséquences du changement climatique et environnemental sur la santé et surtout la réforme de l'Organisation mondiale de la santé.
Les campagnes cotonnières de ces 2 dernières années sont un succès, c'est du moins l'avis des spécialistes. Ils prévoient, et c'est leur défi, des productions records pour les années à venir. Mais comment les cotonculteurs eux-mêmes perçoivent les dernières campagnes? Quel impact ont-elles sur leur vécu quotidien? Jérôme Ongbo et Yves Agodopessi sont allés à la rencontre de quelques producteurs de leur blanc. Reportage. Premier produit d'exportation du Bénin, le coton connaît ces dernières années de grandes performances grâce aux réformes entreprises par le président Patrice Talon. La vie de Talon aujourd'hui a fait changer le coton. Pour celui qui veut ou pas, il y a changement chez le cotonculteur. 270 000 tonnes de coton, mais on a monté une première campagne, nous sommes allés à 452, un peu moins de 452 000 tonnes. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes à 597 300 tonnes. Ce qui prouve effectivement, nous, cotonculteurs, on a plus de satisfaction. L'argent de coton, si ce n'est pas Talon, c'est un peu n'importe qui pourra payer l'argent de coton, comme de la tomate, comme l'achat de tomates. C'est-à-dire que l'argent de coton vient tout régulièrement, toutes les décales, les 10 jours, les 10 jours. Quand c'est tardé, c'est ça qui prend 10 jours. Mais on est surpris. Les secrétaires, les gens les payent. Eux, à la maison, avant de finir, on dit une autre décade est venue. Dans la campagne 2015-2016, j'avais réalisé quelque chose de 500 tonnes. Et l'arrivée de Marine 2016-2017, je suis à 900 tonnes. Et si on voit la campagne qui est sur 2017-2018, je suis à 2142 tonnes. Donc vous avez vu la différence déjà qui est là. Donc tout ça là, et jusqu'à l'heure que nous parlons, on a tout perçu l'argent de coton. Avant l'arrivée du chef de l'État, nous avons vraiment des peines pour acquérir des intrants. Mais aujourd'hui, le chef de l'État est arrivé, Dieu merci, puisque nous avons les intrants de qualité. Et les 2 dernières campagnes, vraiment, la campagne a été vraiment pour nous, les producteurs, de succès. C'est avec mon coton qu'on démarre l'usine tous les années. Et je trouve 2 tonnes, 200 par l'hectare. Et je ne fais pas beaucoup. Comme l'année passée, on a vendu le coton, l'argent est venu vite. Je suis content, c'est pour cela que j'ai augmenté la superficie. Comme vous me voyez debout là, vous savez que si le coton ne nous nourrit pas, je ne serai pas ce poids-là. Le coton, ça nous nourrit correctement. Parce que tu vends, tu prends ton argent, tu résous tes problèmes. Et tu es calme. Même les dettes qu'on prend à la SECAM, le jour qu'on appelle l'argent de coton, on verse d'un seul coup. Il n'y a pas ce paysan qui ne veut pas doubler sa production cette saison-là. Ce paysan vient de vous dire qu'il a doublé. Le président Talon est venu, il n'a même pas encore fait 3 ans. Vous-même, vous pouvez témoigner avec ce que disent les paysans. Ce qui veut dire que c'est ce que l'on voit qu'on dit. Ce n'est pas du mensonge. Je gagne à l'hectare 1 tonne 800, 1 tonne 700, mais avant je gagnais 900 kilos parfois ou bien 1 tonne. Autant de talons là, ça va correctement. Parce que on trouve les intrants à bonne date et l'argent aussi à bonne date. De 260 000 tonnes en 2016, l'on est passé à 450 000 tonnes, puis à près de 600 000 tonnes actuellement. La stratégie mise en place par l'Association interprofessionnelle du coton AIC est sur des roulettes. Vu les nouvelles performances issues des campagnes cotonnières, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres de subventionner les activités du monde agricole
pour plus d'1,5 milliard de francs CFA. Les cotonculteurs saluent par ailleurs la réduction des prix des tracteurs. On avait entendu le prix par les radios, vraiment. Je me suis dit, il n'y aura pas un paysan qui pourrait acheter ce tracteur-là. Parce que le prix était trop élevé. Mais aujourd'hui, dans les radios, le prix que moi j'entendais aujourd'hui, vraiment, je suis tué et je prie à tout le monde qui puisse m'aider. Parce que j'ai entendu ça à deux manières. On peut payer ça à crédit ou soit payer ça à casse. Et tous les prix ont été dit à la radio. Et les gens se préparent maintenant pour qu'ils puissent trouver des tracteurs à leur niveau. Avant, quand je n'avais pas le tracteur, tant que je travaillais avec les bœufs, vraiment, j'avais des difficultés sur mes travaux sans perte. Parce que maintenant, actuellement, là, depuis l'année dernière, tant que j'ai eu le tracteur, vraiment, tout marche correctement. Il faut voir, il n'y a pas la pluie là. Mais actuellement, nous travaillons. Les bœufs sont là, ils ne peuvent plus rien faire encore. Le tracteur, quelques temps encore, après 2 semaines, j'aurai fini mon travail. Avec l'arrivée du talon, vraiment, les paysans sont très très bien d'abord. Parce qu'avant, l'engrais nous manquait beaucoup. C'était sur l'engrais, vraiment, les paysans souffraient. Trop même, les paysans souffraient. Mais actuellement, nous sommes là. Herbicides, insecticides, engrais, tout vraiment, nous sommes satisfaits. Dans tout le bassin cotonnier, la vie des cotonculteurs s'est fortement améliorée ces dernières années. Les revenus générés leur permettent de faire plusieurs réalisations. Retour à Cotonou avec l'association béninoise pour l'éveil et le développement, ABED ONG, qui souhaite faire de Dota le premier quartier éco-citoyen de Cotonou. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, ses membres ont mis en terre plusieurs plans. Leur objectif, c'est d'amener les habitants de ce quartier à cultiver un mode de vie plus respectueux de la nature. Jean-Claude James, Daniel Ada. Réponse efficace contre la désertification et la sécheresse, la mise en terre des plants. L'association béninoise pour l'éveil et le développement ABED s'engage non seulement dans la lutte, mais veut faire du quartier Dota, dans le 5e arrondissement de Cotonou, le premier quartier éco-citoyen. La base réelle du développement durable pour atteindre les objectifs des ODD pour l'agenda 2030. Donc on va faire de ce quartier un modèle que d'autres quartiers pourront dupliquer. Il n'y aura pas de sachets dans le quartier, on va mettre en place des équipements, des poubelles dans toutes les rues afin que le quartier soit vraiment un modèle de développement socio-économique. Une initiative privée qui se déroule sous le regard effectif des forestiers et des responsables du ministère du cadre de vie et du développement durable. Un département qui prône le partenariat public-privé dans le cadre de la vision de ville durable. Les espèces plantées sont des espèces qui sont adaptées, d'accord. Il y a le Terminalia superba qui est une espèce d'ombrage qui donne de très beaux sujets, d'accord. Et ça là, c'est ça qu'on a prévu en quantité. Bon, après il y a le Terminalia catapa qui est aussi prévu et qui donne aussi de très beaux sujets, qui est très indiqué pour les villes. Ce que nous pouvons demander, c'est que chacun prenne en charge les actions que le ministère appuie les initiatives privées telles que les ONG à mener sur le terrain. Ça veut dire quoi clairement? Dans cette rue ou bien dans les rues que nous allons parcourir, il faut que les arbres que nous allons planter soient entretenus par les voisins, c'est-à-dire par les habitants même de cette rue, afin que ces arbres puissent effectivement produire les effets que nous attendons. La responsabilité est donc partagée pour que Dota devienne véritablement le premier quartier éco-citoyen. Parlons à présent économie. Coris Bank Baraka, connaissez-vous? C'est le nouveau produit de Coris Bank International, une banque installée fin 2017 au Bénin. Elle offre une solution de financement islamique. Au micro de Dean Bouraïman et de Ricardo Loïc-Pécou, le directeur général de cette banque au Bénin revient sur les particularités de cette finance. Je vous propose de l'écouter. La finance islamique est une belle alternative à la finance classique. Parce que justement la finance classique a été la base de plusieurs crises économiques depuis des décennies au plan mondial.
La finance islamique a pour fondement les principes moraux et éthiques donc, de l'islam. Elle est destinée à tous, pas uniquement aux musulmans, et repose essentiellement sur le principe de partage des risques. C'est une finance qui est basée essentiellement sur l'économie réelle, sur des actifs tangibles. CBI Baraka offre plusieurs produits. On parle donc des comptes épargne et courant Wadia pour les particuliers, des comptes Wadia pour les entreprises. On parle de la Moudaraba pour tout ce qui concerne les investissements. On parle de la Mourabara pour le financement des besoins d'exploitation. Et nous parlons également d'Ijara pour les leasing au profit donc des entreprises. Ce sont des produits qui vont toucher une certaine frange de la population qui n'a pas été prise en compte par la finance classique pour toutes sortes de raisons. C'est une finance islamique en fait qui est destinée à une cible de clients désireux de se faire financer et d'épargner conformément aux préceptes de la loi islamique. Vous savez, aujourd'hui, le taux de bancarisation est d'environ 17%. Et avec cette offre que nous mettons sur le marché, nous sommes certains que ce taux va s'améliorer. Nous avons des exigences réglementaires, donc avec la Banque centrale, qui a sorti deux instructions principales. Nous avons les instructions 002 03 2018 et 004 05 2018 qui respectivement portent sur les conditions d'exercice de la finance islamique et qui encadrent les produits qui peuvent être commercialisés. Il y a également les exigences charaïques qui nous obligent en fait à avoir un conseil de conformité interne. Et ce conseil de conformité interne est chargé de veiller à ce que la pratique que nous avons de la finance islamique est conforme aux préceptes donc, de la charia. Aujourd'hui, le président de notre conseil de conformité interne est le docteur Kouldi Abdel Sattar. Coris Banque Internationale va continuer son déploiement sur le territoire. C'est vrai, nous avons lancé la finance islamique. Nous attendons beaucoup de CBI Baraka. Nous savons que les clients vont adhérer fortement à cette nouvelle offre. Mais nous allons continuer notre déploiement, nous allons continuer à nous installer sur le territoire. Nous avons également d'autres produits que nous proposons aux clients. Je veux parler par exemple de Coris Wendia, qui est un compte épargne qu'on peut ouvrir avec un minimum de 2500 francs à un taux de 3,75%. Mais la particularité, c'est que c'est un produit qui est destiné uniquement aux femmes. Voilà. Et ce produit offre également de nombreux avantages financiers. Je peux vous rassurer que mes collègues et moi travaillons continuellement à la satisfaction donc, des besoins des clients, à l'amélioration de la qualité de service pour leur faire vivre en fait l'expérience de la banque autrement, parce que Coris Banque Internationale, c'est la banque autrement. L'aboutissement de la finance islamique est le fruit d'un partenariat avec la Société islamique de développement, qui est une filiale donc, de la BIT. Je voudrais juste exhorter tous les clients qui sont curieux d'en savoir plus sur la finance islamique à se rendre à notre agence située sur l'avenue du Canada à Kadjaoum, immeuble comme tel, ou carrément se rendre sur notre site internet www.corisbanque.bj. L'orphelinat Bethany de Guézimpota a commencé à du soutien, vivres, ustensiles de cuisine et autres matériels, des dons de leur partenaire béninois de Emmanuel TV, un geste qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de naissance du prophète nigérian Tibi Joshua, un homme engagé dans le social. Cécile Rondé, Daniel Ada. Moment de communion. L'association des partenaires et amis de Emmanuel TV et les enfants de l'orphelinat Bethania de Guézimpota autour d'un déjeuner. Un instant de bonheur offert en l'honneur du Nigérian Tibi Joshua pour ses 55 ans d'anniversaire de naissance célébré le 12 juin dernier. Prophète de l'église Synagogue Church of All Nations basée à Lagos et homme de Dieu, il est le promoteur de Emmanuel TV.
le prophète de la synagogue Église de toutes les nations au Nigeria et qui émet en télévision sur Emmanuel TV. Aujourd'hui consacre ses 55 ans d'âge, qui a été orphelin dès qu'il était bébé et il sait ce qu'on appelle la souffrance. Il a choisi que son anniversaire soit la célébration de la manifestation de l'amour envers ceux qui sont les plus faibles. Des sacs de riz, de maïs, des bidons d'huile, un poste téléviseur, des vêtements et des ustensiles de cuisine sont également apportés à ces enfants. Un geste qui vient soulager les responsables du centre Betania. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que nous vous accueillons. Nous vous disons un sincère et profond merci. Votre présence nous réchauffe paternellement et maternellement et nous fait vivre l'ambiance de l'amour que vous nous portez. Nous en remercions. Cet acte sera pérenne, ont promis les donateurs, les amis du prophète Tibi Joshua au Bénin et le centre orphelinat Betania de Gézinkpota dans la commune de Poumassé viennent ainsi d'établir un partenariat pour l'épanouissement de ces enfants. Carnet noir dans ce journal, tristesse sur les visages des parents et amis de Jérônime Tokpo, une battante et une Amazone qui a tiré sa révérence dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. À l'annonce de son décès, la ministre des Affaires sociales s'est rendue au domicile de la défunte pour présenter les condoléances de la nation à la famille éplorée. Le point avec Blaise Adampo et Simon Villon. Femme battante, elle défendait les droits des personnes handicapées partout où elle passait. Jérônime Tokpo était la présidente de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Ce jeudi 14 juin, elle n'est plus des nôtres. Elle est rappelée à Dieu en plein accouchement. C'est une perte, une très grande perte. Aujourd'hui, elle perd la vie en donnant naissance. C'est un triste sort. Mais comme on le dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Elle nous a laissé un petit garçon. La nation, par la voix du gouvernement, vient soutenir la famille implorée. Au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, nous présentons encore une fois nos condoléances, non seulement à la famille, mais à toutes les personnes handicapées de notre nation. C'est une perte. Une véritable perte pour la nation. L'émotion est encore vive dans la famille. La tristesse se lit sur le visage des uns et des autres. Jérônime Tokpo fera désormais parler d'elle par ses nombreux actes, fruit de son engagement en faveur des personnes handicapées. Adieu Jérônime, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à notre compagnie.